Good afternoon, everyone. Thanks for joining us in this 12 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. The first part is in French with you. Julien Beth Bissaï, good afternoon. Bon après-midi à vous, Innocent Azé. Mesdames et messieurs, bon après-midi à toutes et à tous. Et merci de rester fidèles sur Equinox Télévision. 5 mois après la tenue du grand dialogue national, les résolutions de ces assises sont loin d'être appliquées sur le théâtre de la crise anglophone. Face au regain des tensions ou des violences meurtrières dans le nord-ouest et sud-ouest, le pape François et le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, demandent au gouvernement camerounais de mettre définitivement un terme à cette guerre. D'autres précisions dans ce reportage de Gizogo. Tina du maire de Manfé, Achou Priestley Odjon, attribué aux combattants séparatistes, vient rappeler brutalement que l'escalade militaire dans le nord-ouest et le sud-ouest est loin de s'estomper. Ces derniers mois, l'intensification des actions militaires de l'armée sur le terrain, marquée par des résultats probants à certains moments, faisait dire aux officiels que la situation revenait à la normale dans le nord-ouest et le sud-ouest. Pourtant, derrière ce vent d'optimisme, certains faits graves incitaient à s'interroger sur la réalité du terrain. C'était le cas lors du double scrutin municipal et législatif du 9 février 2020, lequel fut gravement perturbé, les électeurs contraints pour la plupart à ne pas se rendre aux urnes. Et bis repetita avec le drame de Ngarbou en février dernier, marqué par l'exécution des civils, illustrant la volatilité de la situation. Puis, avant d'en arriver à la mort du maire de Manfé, d'autres événements, dont le décès d'un nourrisson dans des conditions troubles, ont également défrayé la chronique. Si récemment, avec la survenue de la pandémie du Covid-19, les séparatistes ont annoncé qu'ils observaient un cessez-le-feu sans qu'on puisse le mesurer effectivement sur le terrain, l'armée n'en a pas fait autant. Du coup, l'après-dialogue national, censé contribuer à circonvenir cette crise, semble ne plus opérer son charme du fait que la visibilité des actes qui en découlent n'est pas assez forte. Ces derniers jours, des sources, notamment dans la presse britannique, laissent entendre que le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, s'activerait auprès de Paul Biya pour parvenir à un cessez-le-feu. Un espoir peut-être pour arriver enfin à un grand pas vers la paix dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et dans le département du Coupé Manengouba, 17 hommes présentés comme des sécessionnistes et qui ont capitulé sont présentés en triomphe par les autorités de cette localité du théâtre de la crise anglophone où les combats sont parfois les plus violents. Jean-Marie Tchakui, préfet de ce département, invite tous les combattants séparatistes à déposer les armes. D'autres précisions avec Sylvestre Hippolyte Zanga. Sous des applaudissements célébrant le retour à la maison de 17 personnes présentées comme des séparatistes ayant capitulé, Jean-Marie Tchakui, le préfet du Coupé Manengouba, brandit l'arbre de paix pour ce pas marqué dans la lutte contre les sécessionnistes. Nous avions de vrais soucis de sécurité dans l'un de nos grands villages qui s'appelle Mwambon. Et aujourd'hui, à l'image de l'enfant prodigue, le village Mwambon est revenu au sein de la nation. Du côté de Tombel également, nous avons enregistré quelques sécessionnistes qui ont finalement abandonné pour revenir à la raison. Donc je peux affirmer aujourd'hui que le département du Coupé Manengouba revient progressivement, les choses rentrent progressivement dans l'ordre. Pour des raisons de sécurité, nous choisissons de ne pas révéler l'identité de ces présumés anciens sécessionnistes. L'un d'entre eux explique pourquoi ils ont rejoint les rangs du mouvement virtuel de l'Ambazonie avant de prendre la décision de laisser les armes. Plusieurs d'entre nous ont été séduits par le discours propagandiste des sécessionnistes dans les réseaux sociaux. Nous avions également marre de vivre sans emploi devant notre localité sous-développée. Regardez, il n'y a presque pas d'école, pas d'eau, pas de route.
Mais il y a peu de temps, nous avons constaté que le chemin que nous avions choisi est sans avenir. Alors nous revenons aujourd'hui à la maison dans l'espoir que nos conditions de vie vont changer. Le préfet du Coupé Mouaningumba sait pour autant que le combat n'est pas encore gagné. Alors il use d'un discours qui vise à convaincre ceux qui sont encore dans les rangs des sécessionnistes à déposer les armes. Ils ne devraient pas avoir peur. Ce sont nos enfants. Ils sont venus, la preuve. Vous voyez comment ils sont venus nombreux aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un a été violenté? Est-ce que quelqu'un a été arrêté? Mon numéro est connu de tout le monde qui m'appelle et qui me disent comment ils comptent faire. Je viendrai vers eux pour que nous puissions les aider à sortir de cette mauvaise situation. Selon plusieurs rapports de l'ONU, la crise anglophone a déjà fait des milliers de morts et de déplacés, dont un grand nombre dans le département du Coupé Mouaningumba, dans la région du Sud-Ouest. Et le préfet du département du Ndiang redoute une hécatombe pour sa population si le coronavirus se déclare dans sa localité. Au cours d'une réception des kits de prévention contre le Covid-19, Fawang Lawrence a dit tout haut le mal-être d'une localité sans infrastructure d'accueil et du déficit en personnel sanitaire. D'autres précisions avec Georges Mitterrand-Dam et Jean-Paul Chouniat. Recevant les dons en équipement d'une âme de bonne volonté pour lutter contre une éventuelle propagation du coronavirus dans son unité de commandement, le préfet du Ndiang lance en premier le cri de détresse des populations de son département face au déficit en infrastructures et personnel sanitaire. Pour tout le Ndiang, nous n'avons que 4 médecins. Loin d'être mon souhait, si un cas de Covid-19 se déclare ici, tout le Ndiang deviendra un cimetière. Remerciant la donatrice pour sa contribution dans la prévention du coronavirus, le préfet Foua Lawrence demande à la sénatrice Anki Amphion Rebecca d'aller présenter les réalités sanitaires désespérées du Ndiang au ministre de la Santé publique Manaouda Malachi. J'interpelle la bienfaitrice à aller faire le pied de grue au cabinet du ministre Manaouda pour lui dire que le Ndiang est abandonné à lui-même. L'hôpital de district de Mundemba a 4 infirmiers. Depuis l'apparition des premiers cas de Covid-19 dans notre pays le 14 février dernier, le département du Ndiang est jusqu'ici épargné de toute contamination de sa population au coronavirus. Une pandémie qui a déjà fait 2689 cas déclarés positifs et 125 morts au Cameroun. Après la levée des mesures restrictives concernant les débits de boissons, le gouvernement procède à l'ouverture des frontières aériennes. Des vols Air France sont autorisés à atterrir au Cameroun jusqu'au 30 juin prochain. Une ouverture des frontières qui laisse planer le risque de contamination à grande échelle du coronavirus au Cameroun. Aïk Cyril. Après avoir autorisé l'ouverture des bars et lieux de loisirs au-delà de 18 heures, le gouvernement autorise également l'atterrissage des vols commerciaux sur le sol camerounais, notamment dans les aéroports internationaux de Yaoundé et Douala. Une correspondance du ministre des Transports adressée au directeur général de la Cameroun Civil Aviation Authority précise que le président de la République a marqué son accord pour l'ouverture des frontières aériennes sur la période allant du 4 mai au 30 juin 2020. Jean-Ernest Massenangale Bibehe invite par conséquent le DG de l'autorité civile aéronautique à bien vouloir prendre en liaison avec les aéroports du Cameroun, ADC, et le fournisseur des services de navigation aérienne, ASEGNA, les dispositions nécessaires au bon déroulement des vols qui ne concernent pour l'instant que ceux de la compagnie Air France. Le ministre des Transports précise que les passagers des vols Air France attendus au Cameroun entre le 4 mai et le 30 juin 2020 devront présenter avant leur embarquement un test de dépistage négatif au coronavirus. Ils devront tout aussi souscrire à un engagement d'autoconfinement à leurs frais dès leur arrivée au Cameroun. Selon le ministre des Transports, le port du masque de protection et le respect des autres mesures barrières seront exigés aux passagers ainsi qu'au personnel de la compagnie Air France. À lire la correspondance du ministre des Transports,
le gouvernement serait en train de prendre des mesures afin d'éviter tout dérapage. Mais l'on se pose la question de savoir s'il ne valait pas mieux laisser les frontières fermées. Quelle urgence y a-t-il à autoriser l'atterrissage des vols au Cameroun en ce moment, et précisément ceux de la compagnie Air France? Si la levée des mesures restrictives concernant les débits de boissons et les transports urbains et interurbains traduit un relâchement dans la lutte contre la propagation du coronavirus au Cameroun, l'ouverture des frontières aériennes, même si elle est limitée dans le temps, pourrait bien conduire au pire. Amputé de ses 2 jambes après avoir été torturé dans un commissariat de police à Ombessa, près de Bafia, Ibrahim Bello peut à nouveau marcher. Il a été pris en charge au Centre national de réhabilitation des personnes handicapées des Touguébé, c'est à Yaoundé. Ses bourreaux, quant à eux, ont été condamnés respectivement à 3 ans de prison ferme et 4 ans avec sursis, tandis que l'État du Cameroun a été condamné à payer 50 millions de francs CFA pour dommages et intérêts. D'autres détails avec Rodrigue Ngassi et Aïk Cyril. Il est à l'article de la mort lorsqu'il est transporté à l'hôpital central de Yaoundé. En provenance d'Ombessa, près de Bafia, où il a été victime de torture dans un commissariat de police, Ibrahim Bello sera finalement amputé de ses 2 jambes. Nous sommes en 2017. Il est par la suite transféré au Centre national de réhabilitation des personnes handicapées Cardinal Paul-Émile Léger de Touguébé à Yaoundé pour une prise en charge adéquate. 3 ans après, son état est stable. Monsieur Ibrahim Bello, en notre sens, va bien. Il y avait 3 objectifs principaux. Le premier, c'était l'accompagnement psychosocial. Le deuxième objectif, c'était sa rééducation. Et le 3e objectif, c'était son appareillage. Ses appareillages, et donc il fallait lui confectionner des prothèses pour pouvoir le verticaliser et ensuite apprendre à marcher. De 2017 à 2020, la rééducation de Ibrahim Bello se fait en 2 phases. La première phase, pendant 2 ans, nous l'avons confiné dans une chambre individuelle où seuls les personnes, les psychologues, les personnels de soins allaient le remonter, échanger avec lui, travailler avec lui. La dernière année, nous l'avons donc sorti, puisqu'on le préparait à repartir à la réinsertion, il fallait donc le sortir de là pour le mettre dans une chambre commune. Chaque jour, nous faisons des rondes. On prend les paramètres. Les kinés passent, travaillent le moignon de membres amputés. Les psychologues passent, travaillent en intimité avec nous. À l'aide de tricycles, prothèses et béquilles, Ibrahim Bello peut à nouveau marcher sur ses 2 jambes. Mais que dire de ses bourreaux? Après plusieurs années de procès, l'inspecteur Sac Cyril écope de 3 ans de prison ferme, tandis que l'officier de police Bikonzie reçoit 4 ans de prison avec sursis. Des peines pas suffisamment lourdes selon la défense de Ibrahim Bello. Pour nous, il semble qu'il y a une grande complaisance. On semble protéger celui qui est donneur d'ordre et sacrifier l'inspecteur. Mais dans les 2 cas, pour l'un comme pour l'autre, ces peines nous semblent très faibles. Les peines encourues pour ces blessures graves, c'était quand même de 20 ans. Lorsqu'on en arrive à 4 ans, ça nous semble dérisoire. En ce qui concerne la sanction pécuniaire, l'État du Cameroun est condamné à payer 50 millions de francs CFA en guise de dommages et intérêts. Là aussi, la défense n'est pas satisfaite. Au regard de préjudice subi par cet enfant, cette somme paraît dérisoire. Il doit refaire sa vie, il doit se reconstruire. Et je pense que les juges auraient pu, au vu des éléments de preuve que nous avons produits et des justificatifs, accorder une somme plus importante que celle-là. Après le tribunal de grande instance d'Umbame-Inoubou à Bafia, la cour d'appel du centre à Yaoundé va prendre le relais de ce procès finalement interminable. Nous irons en appel et je pense qu'ici à Yaoundé, ce procès reprendra et nous espérons que nous aurons des résultats
escompté. Victime de torture et pratiquement mort à Ombessa, près de Bafia, mais ramené à la vie au Centre national de réhabilitation des personnes handicapées Cardinal Paul-Émile Léger de Toukébé à Yaoundé. Ibrahim Bello peut à nouveau marcher pendant que l'affaire se poursuit dans les tribunaux. À présent, la deuxième partie de ce journal, elle est en langue anglaise. Avec vous, Innocent Azé. Good day once again. Thank you, Julene. Good day once more. And to our viewers, good day as well. Thanks for staying with us. Torturers of the minor Ibrahim Bello have been slammed a 3- and 4-year jail sentence each by the Bafia Court of First Instance after several years of trials. They are to pay the sum of 50 million francs CFA for the crime which led to amputation of the minor's legs. Bello's defense team, discontented with the judgment, has appealed to the Central Court of Appeal for restart of the case for proper judgment and infringement. Details in the following report. He was in the corridor of life and death as he was being transported to the Yaoundé Central Hospital from Ombessa, near Bafia, where he was victim of torture in a police station. Ibrahim Bello retained his breath, but unfortunately got his legs amputated in 2017. For adequate care, he was transferred to the National Rehabilitation Center for Handicapped Persons in Etoukébé in Yaoundé. 3 years after, his condition stabilized. Monsieur Ibrahim Bello, Dr. Alexandre Manga, director of the center, affirms Ibrahim Bello is faring well. He cites 3 principal objectives they had, being his social and psychological follow-up, ensure he regains education, and lastly, procurement of his working equipment so as to enable him displace himself. Et ensuite apprendre à marcher. From 2017 to 2020, Bello's education resumed in 2 phases. La première phase pendant 2 ans, nous l'avons confiné dans une chambre individuelle. The first phase in 2 years, we confined him in a special room where only medics visited, exchanged and worked with him. La dernière année, nous l'avons sorti. The last year, we put him in a public room for his reintegration. Every day, we made rounds, observing his physical and psychological states. Les psychologues travaillent en intimité avec nous. With 8 of crutches, a wheelchair, and prosthetic legs, Ibrahim Bello can now stand on his both feet. As for his torturers, after several years of trial, the Bafia Court of First Instance in the Central Region issued 4 and 3 years jail sentence each against the police inspector Joseph Desiree Sark and the police officer Joel Cyril Bikowonzi, respectively. The court also orders them to pay 50 million francs CFA to Ibrahim Bello for damages. However, the defense lawyers said the jail sentence and the fine are too light, demanding at least 1 billion francs CFA for damages. Ces peines nous semblent très faibles. They also criticized the judgment, describing it as iniquitous. Barrister Emmanuel Sim says the 2 police officers were under the scope of Article 277 of the Cameroon Penal Code and risk between 10 to 20 years of imprisonment. The defense team has appealed to the Central Court of Appeal to restart the trial for proper and deserved judgment. Justificatif, accorder une somme plus importante que celle-là. Ibrahim Bello, who suffered torture to the point of death, can now work with its equipment while the case continues in courts. The religious Pope Francis of the Roman Catholic Church and the United Nations Secretary General Antonio Guterres have renewed pressure on the government of Cameroon to find lasting solutions to the Anglophone crisis. Both officials say since the end of the major national dialogue in Yaoundé, nothing positive has happened
in the northwest and southwest regions of the nation. Details with Fomi Armstrong Sander. 7 months after the major national dialogue to resolve the Anglophone crisis in Cameroon, worst forms of killings and destructions is paradoxically what inhabitants live in the regions. The fact that tensions have worsened in these regions after the major national dialogue is disturbing Antonio Guterres, Secretary General of the United Nations Organization and the head of the Roman Catholic Church, Pope Francis. According to a global online news organ, Crooks, Pope Francis and Antonio Guterres have renewed pressure on President Paul Biya for a lasting solution to the Anglophone crisis. Citing a close source within the Biya regime, Crooks said the United Nations Secretary General and Pope Francis asked President Paul Biya to declare a ceasefire and to open a space for peaceful discussions. The pejorative call pushed the government of Cameroon to an urgent meeting chaired by the Prime Minister Chief Dr. Joseph John Guti on May 7, 2020, according to the close Biya official. The papal call to President Paul Biya is the 10th since the start of the conflict in the Anglophone regions, which has killed over 3,000 persons. On September 29, 2019, just 1 day before the major national dialogue, Pope Francis asked worshippers at the St. Peter's Square to pray for a successful dialogue, which is yet to have a positive impact on the lives of Anglophones in Cameroon. Pope Francis expressed his closeness to the sufferings and the hopes of the concerned people and thought the dialogue might be fruitful and produce peaceful and lasting solutions. The Vatican on February and March 2019 also offered to broker dialogue in the conflict in the Anglophone regions of Cameroon. Antonio Guterres in many outings has asked for a genuine and lasting solution to the conflict, which has unfortunately not arrived more than 3 years on. Antonio Guterres, addressing global conflict and COVID-19 this year, called for a total ceasefire amid the coronavirus pandemic. But in the Anglophone regions of Cameroon, the conflict is still on and taking many lives. More than 3,000 people have been killed, 679,000 persons forced away from their homes, and over 600,000 children left without education since 2016 by the conflict, according to Human Rights Watch in its report published on February 12, 2020. The National Gendarmerie in the Fako Division of the Southwest region of Cameroon is stepping up efforts to ensure the crisis and poverty-stricken population do not contract the COVID-19. They are doing so by sensitizing the population. You will find more in the full reports compiled by our correspondent, Davidson Maimo. As the fight against the coronavirus pandemic intensifies, with every sector of the government and the society at large involved, the defense and security forces are not left out. The National Gendarmerie in Fako Division at the weekend was in the field to sensitize the population of Fako about the measures put in place by government to combat the deadly disease. The objective is easy, just to sensibilize the population and to stop the coronavirus, because we need our population with us. After Boya, Mutengene, Tiku and Idinao, the Fako Gendarmerie Company commander Hefat Michael Jouel and his element, with support from the Red Cross, visited almost every public place in Limbe. The message against coronavirus was the same. When you protect yourself, you protect your family, you protect all the community. Are they happy as I don't come here for Sokolo? All man get mad. The men and women in uniform moved through the major street, Old and New Market, distributing flyers to everybody. It was equal an opportunity for the company commander to assure the people of their security. Now in the Fako division, the Southwest region, some people have taken the habit to kidnap and ask for ransom. Very important for us to collaborate with the population. The defense and security forces have once again shown proof of their commitment in working for the interests of the public, as enshrined in their code, the army and the nation working together for a better Cameroon.
And that's it for this 12 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Thanks so much for watching. To have a wonderful day. Julien Berg-Vessay, have a splendid day as well. Merci. Je vous souhaite également une agréable journée. Innocène Azé, mesdames et messieurs, mais avant de partir, cette information qui nous parvient à l'instant, Monseigneur Emmanuel Dassi Yufang est le nouvel évêque du diocèse de Bafia. Il a été précédemment évêque auxiliaire de la ville de Bafoussam. Il vient d'être nommé par sa sainteté, le pape François. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. Mesdames et messieurs, merci de rester scotchés sur les programmes de la meilleure des télévisions.